Rarement la tension n'aura été aussi grande entre la France et Israël à moins d'une semaine de la reconnaissance d'un État palestinien par Emmanuel Macron, alors que 48 otages sont toujours à Gaza et qu'Israël semble lancer son offensive sur Gazaville cette nuit. Des relations franco-israéliennes plus que jamais donc tendues et une communauté juive française prise en étau, angoissée. Un cocktail explosif pour évoquer cette situation et parler d'une réunion publique organisée demain à la Maison de la Chimie. J'accueille en studio Arié Bensemoun, président d'Elnet et cofondateur d'Agir Ensemble. Bonjour. Bonjour Rudy. Merci d'être avec nous. Alors ma première question est inévitable. Quelle a été votre réaction quand vous avez lu ce tweet d'Olivier Faure lorsqu'il dit à son interlocuteur, en l'occurrence Julien Baloul, que pour se réjouir des fêtes juives de Rosh Hashanah, eh bien on pourra le faire quand un État palestinien pourra fêter son premier anniversaire et que pour l'instant Julien Baloul ne sème que la mort et le chaos? Écoutez, il y a d'abord une très grande ressemblance entre Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, et Olivier Faure. Ce sont les deux enfants terribles de la gauche européenne. Et pour l'un, il s'est transformé en nouveau Torquemada. Il se croit revenu au temps de l'Inquisition où on pouvait pourchasser, accabler, persécuter les Juifs en toute impunité. Et pour l'autre, Olivier Faure, lui, est revenu au temps d'une forme de collaboration avec l'ennemi islamiste qui dit tout à fait son nom, c'est-à-dire il ne dissimule même plus ses intentions. Les propos qu'il tient vis-à-vis des Juifs et d'Israël sont absolument iniques, inacceptables, et évidemment je crois qu'il ne mérite pas qu'on fasse plus de commentaires à son sujet. Il s'est disqualifié lui-même, il a rejoint le camp de ceux qui participent finalement par leurs propos, par leur comportement, par leur vitupération à la destruction d'Israël. Aussi simple que ça. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est dans la roue de Jean-Luc Mélenchon qui court? Il est plus dans la roue de Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il veut même le dépasser. Et d'ailleurs, je note que Jean-Luc Mélenchon lui-même a fait un tweet en lui disant « Calme-toi petit, laisse les Juifs qui préparent les fêtes religieuses, entre guillemets, en dehors de tout ça. » Non, je pense qu'il y a une course au leadership de l'extrême gauche avec un comportement du Parti socialiste qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Malheureusement, avec le soutien et d'une certaine manière la caution de celui qui a été président de la République, c'est François Hollande. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère? Visiblement, il s'y sent très bien puisqu'il reste. Et donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes clairement dans une situation où cette disqualification de la gauche française pour participer à une quelconque forme de responsabilité est affligeante. Et je note également qu'il ne se trouve pas de voix pour finalement contester à l'intérieur du Parti socialiste ou de ce qu'il en reste les propos d'Olivier Faure qui sont absolument... C'est scandaleux, mais c'est scandaleux à un point que on se demande justement, oui, là on est pris d'une forme de sidération, mais quelle peut être notre réaction vis-à-vis de quelqu'un comme celui-là? Je crois qu'il faut, à notre place, que Olivier Faure et que tous les membres du Parti socialiste qui ne se sont pas finalement désolidarisés de ses propos soit banni. Il doit être banni, en tout cas de notre vision politique. Et il faut qu'il le sache, et qu'il sache qu'il est persona non grata, et pas simplement pour les prochaines semaines et pour les prochains mois, mais de manière générale. Je crois qu'il a franchi une ligne où il n'y a peut-être pas de marche arrière. Alors, hélas pour lui. Agir Ensemble organise demain un événement à la Maison de la Chimie avec sur scène et puis en vidéo également de très nombreuses personnalités comme Manuel Valls, membre toujours du gouvernement, David Lisnard, Roger Carucci, Paul Amar et beaucoup d'autres. Pourquoi organiser un événement d'envergure, donc une semaine avant la reconnaissance de la Palestine, de l'État de Palestine par la France, puisque c'est ça dont il s'agit dans cette réunion, c'est une manière de protester. Pourquoi organiser cette réunion et cette mobilisation alors que les jeux semblent être faits? D'abord, Rudy, parce qu'il faut se battre. Il faut se battre contre ce qui nous paraît être une absolue aberration. Et d'abord aussi parce que les jeux ne sont pas faits. Et d'abord, il faut le dire clairement, au nom de qui et au nom de quoi le président de la République veut reconnaître un État de Palestine qui, je le rappelle, n'existe pas. C'est une idée qui semble a priori saugrenue. Il ne dispose d'aucune majorité dans le pays, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il a un gouvernement qui vient à peine d'être nommé, dont on ne sait pas trop quel sera son devenir, et il va donc, fort de cette extraordinaire légitimité, se présenter devant la communauté internationale pour dire qu'il veut reconnaître un État palestinien
donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'existe pas, mais et donc il va faire une déclaration. En quoi va consister cette déclaration? Eh bien, finalement, Rudy, en rien. Parce que qu'est-ce qui va se passer le jour d'après? Ben, il ne se passera rien le jour d'après. Le jour d'après, l'État de Palestine n'existera toujours pas. La situation ne sera pas réglée à Gaza. Les otages ne seront pas libérés. Le Hamas sera toujours enquisté dans ce territoire où il continue à mener à la fois des actions contre les Israéliens, mais également contre sa propre population. Par conséquent, on se dit, mais qu'est en train de faire le président de la République? Peut-être isoler Israël? Alors, isoler Israël, je crains que ce soit lui qui s'isole finalement. Il est particulièrement isolé. Il pensait arriver à l'ONU avec derrière lui une kyrielle de pays européens. Je ne vois pas grand monde, à part peut-être les Anglais, mais qui ne participent même plus de l'Union européenne. Mais attendons de voir exactement ce qui va se passer. Parce que ça n'est pas un done deal. C'est pas fait. C'est pas fait parce que le président de la République nous a habitués à beaucoup d'allers-retours, en même temps et de tout et son contraire. Alors, il pourrait très bien faire une déclaration d'abord qui remet de la conditionnalité dans ses propos. Je rappelle. Pour l'instant, effectivement, il a abandonné toutes les conditions qui étaient imposées aux Palestiniens. Alors, d'abord, il a fixé des conditions, c'est bien. Puis Ensuite, il a commencé à les réduire. Et puis finalement, voyant qu'il était incapable d'obtenir la plus élémentaire des concessions, la libération des 50 derniers otages, dont malheureusement une grande partie sont déjà morts, assassinés ou maintenus ou retenus même comme cadavres par le Hamas. Même ça, il n'a pas été capable de l'obtenir, alors que normalement, avec les pressions adéquates, avec le concours et la complicité du Qatar, on aurait pu espérer autre chose. Or non, le président de la République s'est confronté à la réalité. Comme souvent dans la vie, on imagine quelque chose et puis tout d'un coup, on se rend compte que ça n'est pas possible. Alors, toutes les conditions, on les rappellera demain soir lors de notre meeting, elles étaient au nombre de 9, elles sont passées au nombre de 5. Après, on s'était dit, mais au moins la libération des otages, qu'il obtienne au moins la libération des otages. Et là, nous aurions dit, comme on le dit à Pessard, daillez-nous, ça nous aurait peut-être suffi. Mais même ça, il en est absolument incapable. Par conséquent, c'est une démission en rase campagne. C'est de dire, on n'y arrive pas, mais c'est pas grave, on va le faire quand même, méthode Coué. Et une fois que nous l'aurons fait, vous allez voir, tout va bien se passer. Mais enfin, mais dans quel monde vit le président de la République? Je vous le demande. Dans quel monde il vit? Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un et que vous dites maintenant que je vous l'ai donné, il va falloir montrer que tu le mérites, ce que je viens de te donner. Mais ça ne marche jamais. On met des conditions. Ces conditions, elles doivent être préalables. Une fois que ces conditions sont remplies, à partir de là, on peut passer à l'étape d'après. Donc non, il ne va rien se passer. Une chose va se passer. Il y a une victoire qui sera célébrée dans toutes les capitales européennes où les groupes d'extrême gauche et les groupes pro-palestiniens islamisés, radicalisés, vont faire la fête. Et ils le feront en France. C'est en France que ça va se passer. C'est ici que nous aurons les conséquences les plus immédiates de cette reconnaissance absolument absurde. Sous les yeux de leurs compatriotes, puisque c'est le chiffre que vous avancez pour ce meeting, 78% des Français sont contre la création d'un État palestinien dans ces conditions avec le Hamas à sa tête. Oui, c'est une réalité qui a été révélée par un sondage commandé par le CRIF il y a quelques semaines maintenant, qui est toujours valable. Je pense d'ailleurs que le CRIF a commandé un autre sondage qui sera rendu public prochainement. Je n'en connais pas la teneur, mais je ne doute pas une seule seconde qu'il vienne peu ou prou confirmer ce que nous savons déjà. Oui, les Français, dans leur immense majorité, ne veulent pas d'un État palestinien sans condition. Pour quelle raison ? Pas parce qu'ils sont tous devenus des grands stratèges politiques, non. Tout simplement parce qu'ils font preuve de bon sens. Et le bon sens nous dit quoi? Sans condition, ça veut dire donner une victoire au Hamas, donner une victoire aux islamistes, donner une victoire à ceux qui non seulement veulent détruire Israël, mais allez, soyons totalement réalistes. Bon, on veut détruire Israël, je pense que la plupart des Français ne le souhaitent pas. C'est une certitude. Mais surtout, ce qu'ils comprennent, c'est donner une victoire à ceux-là même qui nous menacent, à nous, ici, en France. À ceux qui ont commis les attentats de Toulouse, de Charlie Hebdo, de la promenade des Anglais à Nice, du Bataclan, dont nous allons commémorer le 10e anniversaire dans quelques jours. Les Français ont du bon sens, ils ont de la mémoire et ils vivent une réalité qui est celle de la submersion islamiste, de celle qui est de l'entrisme des frères musulmans, du séparatisme islamiste dont on parle tous les jours dans ce pays. Enfin, les gens ne sont pas devenus complètement amnésiques et ils savent très bien en quoi cela consiste. Donc oui, 78% des Français
Rudy, et nous en faisons partie, s'oppose fermement à cette idée que l'on puisse reconnaître un État palestinien de manière unilatérale, sans condition, et encore je le redis, un État qui n'existe pas. Vous savez, quand l'État d'Israël a été créé en 1948, la France a attendu janvier 1949 pour reconnaître l'État d'Israël. Donc, mais pour reconnaître un État qui existe, qui est constitué, qui a un gouvernement, qui a un territoire. Mais aujourd'hui, on veut reconnaître un État palestinien qui est une chimère. C'est un fantasme. Donc on ne connaît pas effectivement les frontières exactes et qui n'ont pas été... Mais pas que les frontières, Rudy. Et ni la direction, on ne connaît pas la direction, on ne connaît pas la population, on ne connaît pas les frontières, tout ça n'a pas de sens. Arié Ben Semoun, vous œuvrez avec Elnet depuis plusieurs années pour un rapprochement entre politiques français et israéliens, entre sociétés civiles, entre universitaires français et israéliens. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce qui se passe actuellement à Gaza et cette que certains appellent en Israël même une fuite en avant de Benyamin Netanyahou pose problème et mettent en péril finalement tous ces liens? On les voit s'étioler semaine après semaine avec des boycotts qui deviennent de plus en plus compliqués. Et d'ailleurs, Benyamin Netanyahou l'a lui-même concédé hier. Israël est de plus en plus isolé sur le plan économique et également diplomatique. Sur la scène internationale, il n'y a pas de doute que Israël fait face à un isolement que nous avons déjà dénoncé il y a un an, lorsque nous avions organisé cette grande manifestation avec Bernard-Henri Lévy autour de son livre Solitude d'Israël à la salle Pleyel. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. On nous dit tout cela serait la conséquence de la fuite en avant de Benyamin Netanyahou. Écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans les détails des affaires stratégiques, mais je pose une question à tous ceux qui jugent la politique du gouvernement israélien. Vous auriez fait quoi à la place d'Israël? En Israël, on dit également qu'il était temps d'arrêter cette guerre. Mais alors, je vous pose une question. Peut-être Rudy, il y a un an, mais là, sur les 3-4 derniers mois. Moi, je suis convaincu d'une chose. Il est urgent que cette guerre s'arrête. Mais elle ne peut pas s'arrêter simplement en appuyant sur un bouton et en décidant que tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre n'a pas existé. Et on va, d'une certaine manière, faire un reset pour arriver à quel résultat? Maintenant, si les gens pensent que Benyamin Netanyahou ou qui que ce soit d'autre, alors c'est facile quand on est dans l'opposition de dire des choses qui s'opposent au gouvernement. Israël est une grande démocratie, une belle démocratie, et je soutiens tous ceux qui manifestent pour dire ce qu'ils ont à dire. Je fais observer simplement une chose très simple. Vous arrêtez la guerre, ça veut dire quoi? Vous arrêtez, vous restez à Gaza, vous sortez de Gaza, vous libérez les otages, vous les libérez pas? Il faut bien trouver une solution politique. Mais la solution politique ne peut pas exister quand on a affaire à une organisation terroriste qui ne veut pas de solution politique. Vous savez, les solutions politiques, Shimon Peres disait, pour danser le tango, il faut être deux. Or, Israël est seul face à un ennemi dont on sait très bien qu'il n'est pas un État, qu'il est une organisation terroriste radicale, qui refuse toutes les propositions de cessez-le-feu qui ont été formulées depuis des années et qui sait très bien que les otages, c'est son assurance vie. Et donc le Hamas, qu'est-ce qu'il demande aujourd'hui, le Hamas? Le Hamas demande à Israël de quitter la bande de Gaza, de rester en place à Gaza avec ses armes et son commandement, et de ne restituer les otages que lorsque le dernier Israélien sera sorti et que la bande de Gaza aura été reconstruite. C'est ça qu'il demande aujourd'hui. Mais quel est le pays au monde, quelle est la démocratie au monde qui peut capituler devant une organisation terroriste qui vous a déclaré la guerre? Enfin, ce n'est pas très sérieux. Dernière question, très rapidement, vous qui... avait énormément de contacts justement entre les économies françaises et israéliennes. Est-ce qu'en coulisses, on attend que cela passe ou est-ce qu'il y a des liens véritablement rompus qu'il faudra des années à reconstruire ou est-ce qu'on est juste dans une pause? Non, c'est pas une pause, c'est pas une crise passagère, c'est une crise qui malheureusement... va prendre du temps, qui va durer, qui est enquistée. Mais à côté de ça, vous savez, Israël est un pays qui dispose d'énormément de ressources et de capacités. Donc oui, la volonté de boycotter Israël dans certains milieux existe. Je crois qu'au niveau économique, Israël a un avantage majeur, c'est celui de la nouvelle technologie, de l'innovation, de son tissu d'entreprise. Et moi, je suis très optimiste quant à l'avenir, même si nous sommes en train de passer, effectivement, Rudy, une crise extrêmement difficile. Merci Arié Ben Semoun. Donc on retrouve les équipes d'Agir Ensemble demain à la Maison de la Chimie donc, pour un grand meeting. Merci à vous.